À l'écoute de Radio Mali, il est 13h à Mankourani, c'est à Sikasso, la même heure à Dougouninkoro, région de Ségou, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, l'UCEG, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et l'École nationale d'administration se donnent la main pour lutter contre la corruption et les pratiques corruptives. Leur trouvaille, la formation. À Sikasso, après la pluie inattendue du 12 mars dernier, les bassins de production de pommes de terre de Sikasso et de Danderesso, très éprouvés par la perte de 7164 tonnes de pommes de terre et ces 398 hectares qui sont touchés, avec Moussokoro Sérémé, les recommandations de la mission de supervision qui vient d'effectuer une visite de terrain. Le dossier de ce 13h s'intéresse à la disparité de culte dans le mariage entre musulmans et chrétiens. Le ramadan et le carême cheminent ensemble comme l'année dernière. Comment ces couples s'adaptent et quelles sont leurs recettes pour perdurer dans la disparité de culte dans le mariage? Idrissa Koné nous en parlera depuis Sambre. Hors du Mali, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi entame aujourd'hui les consultations pour la formation d'un gouvernement national, mais l'opposition déclare sa non-participation. En Turquie, malgré son incarcération, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, désigné par son parti comme candidat à la présidentielle prochaine. Et puis au Vatican, le pape François va mieux, oui, il a fait une brève apparition pour faire des bénédictions à la fenêtre de sa chambre de l'hôpital Gemelli de Rome. En sport, dans quelques heures, les Aigles du Mali sont à l'assaut des Fauves de Bangui de la République centrafricaine dans le cadre de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. Le match se jouera à Casablanca au Maroc. Tout autre résultat, plus qu'une victoire, hypothéquerait leur chance de voler vers le Mexique, les États-Unis et le Canada, qui sont les pays qui organiseront la prochaine Coupe du Monde. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 24 mars 2025, 24e jour du mois de Ramadan. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, la prévision météo hebdomadaire qui est membre de Mali Météo. Au Mali, cette semaine du lundi au 24 au dimanche 30 sera caractérisée par un temps nuageux par endroits. La visibilité sera assez bonne dans l'ensemble du pays. Les températures minimales seront comprises entre 19 degrés Celsius et 28 degrés Celsius. Les plus basses températures seront observées dans la région de Taoudéni. Les températures maximales seront comprises entre 32 degrés Celsius et 43 degrés Celsius. Les plus fortes températures sont prévues dans les régions de Gao, Ménaka et Kaye. Toutefois, il y aura de la pluie en début de semaine, plus précisément du lundi au mercredi dans le district de Bamako et les régions de Kita, Sikasso, Bougouni, Dioula, Koulikoro, Ségou, Mopti, Bandiangara, San et Nara. Ça émane de l'agence Mali Météo. Au appui aux autorités en matière de lutte contre la corruption, le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des chances déjà vient de boucler une formation dans ce sens, une formation en 2 volets qui a regroupé les agents de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite et les acteurs de la société civile ainsi que l'École nationale d'administration. Elle a été possible grâce à l'École nationale d'administration publique du Québec. Timogo Konaté pour les détails. Synergie d'action contre les pratiques corruptibles au Mali. Le projet LUCEG, projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres, se manifeste une fois de plus à travers cette formation en 2 temps. D'abord, un premier volet axé sur la gestion des projets et marchés publics, puis un second se rapportant au PIFED, entendez-là, Programme international de formation en évaluation du développement. Sénabou Top, directrice du projet LUCEG. Le projet LUCEG, financé par le gouvernement du Canada, travaille avec ses partenaires pour améliorer leur performance organisationnelle et leur permettre de mieux lutter contre la corruption en s'attaquant notamment aux pratiques corruptives et discriminatoires qui affectent les femmes, les filles et les groupes vulnérables. Cette formation découle des liens de partenariat entre le projet LUCEG et l'École nationale d'administration publique du Québec. Le premier volet a vu la participation de 30 personnes issues de la société civile et 21 agents de l'OCLEI, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Parlant de la deuxième étape,
Elle a vu la présence de 49 personnes, dont 29 acteurs de la société civile. Mariam Diama-Sanogo, porte-parole des récipiendaires. Ces sessions de renforcement des capacités s'inscrivent dans une dynamique de l'USSEC qui vise à outiller les OSC partenaires afin de les renforcer dans leur capacité d'intervention en lien avec la lutte contre la corruption et infractions connexes. Daouda Sissoko, représentant du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Il est important de rappeler que la lutte contre la corruption est l'une des plus grandes priorités des hautes autorités du pays. Et ces connaissances, il s'agit de les mettre en œuvre pour que vous puissiez vraiment accompagner l'État et tous les acteurs dans la lutte contre la corruption. Pour rappel, ce renforcement des capacités est un appui à la mise en œuvre du projet LUSEG, fruit de l'accord de contribution signé avec l'ONG Affaires mondiales Canada. Autre titre de ce trésor, manque d'infrastructures de drainage, de stockage adapté, non-maîtrise des circuits d'approvisionnement en intrants et la mauvaise organisation des acteurs de la filière pommes de terre. Après la pluie inattendue à Sikasso, ce sont là quelques conclusions de la mission nationale d'évaluation composée des chercheurs de l'IER et des techniciens de l'agriculture, du génie rural et de l'APECAM. Cette visite de terrain, c'est pour toucher du doigt les réalités, comprendre, analyser et prendre des dispositions pour que, avant la saison des pluies, de tels dégâts ne se reproduisent plus. Tenez-vous bien, c'est 7164 tonnes de pommes de terre qui ont été dévastées par l'inondation sur 398 hectares. Moussokoro Sérémé depuis Sikasso nous fait le point. La filière pommes de terre de Sikasso et certains champs maraîchers ont bien tremblé suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région le 10 mars. Sur les 398 hectares de pommes de terre touchés, dans une vingtaine de localités des cercles de Sikasso et de Dandeguesso, on évalue les premières pertes à 7164 tonnes. Et cette mission, conduite par le directeur national de l'agriculture sur instruction du ministre de tutelle, vient faire un diagnostic exhaustif des dégâts enregistrés dans le bassin de production le plus impacté sur les 5 qui compte la région et échanger avec les producteurs sur les solutions envisagées. Souleymane Yacouba Maïga, directeur national de l'agriculture. Ils nous ont en tout cas informé que la production attendue cette année est de 400 000 tonnes de pommes de terre, sur lesquelles ils ont réalisé à plus de 90% de leurs prévisions. Et nous avons constaté effectivement que certains producteurs ont effectivement perdu et la production qui a été déjà stockée dans les zones de transit. Ensuite, les champs qui n'ont pas été récoltés aussi ont été touchés. Et nous avons constaté avec eux certains problèmes sur les infrastructures d'irrigation, notamment les micro-barrages. Ils ont aussi évoqué des problèmes d'approvisionnement en intrants. Le circuit n'est pas maîtrisé. Ils ont effectivement souligné la nécessité d'avoir en tout cas des infrastructures, des chambres froides, afin de pouvoir conserver la production en attendant son écoulement sur le marché. Si cette alerte rappelle la vulnérabilité de la filière face aux caprices du climat, les producteurs attendent désormais des actions concrètes pour sauver leurs moyens de subsistance et des solutions durables pour renforcer leur résilience et prévenir de futurs incidents. Sita Faberté, président de la Fédération régionale des producteurs de pommes de terre de Sikasso. La pomme de terre, c'est une filière, un produit que la production coûte très cher. Nous travaillons avec les moyens des caisses et des banques. Donc, s'il y a sinistre, donc vraiment, c'est un grand problème. Les producteurs n'ont pas les moyens de faire face à ce crédit. Donc, on attend de la mission une suite favorable de l'État. Souleymane Yacouba Maïga, directeur national de l'agriculture. Tout ce que nous avons constaté, nous avons exhorté les producteurs, l'encadrement technique, de ne ménager aucun effort pour appuyer les producteurs compte tenu même de l'importance de la pomme de terre dans l'économie régionale et l'économie nationale. Il convient de noter que cette situation n'entame en rien les prévisions de la campagne agricole 2024-2025 qui est au-delà des attentes avec un taux de production de 102,68% selon la direction régionale de l'agriculture. Sikasso, Moussokora Sérémé et Souleymane Bamba pour l'ORTM.
D'ici de trouver une solution à ce problème de la filière pomme de terre. Dans le Kénédougou, direction Tombouctou, dans la cité des 333 les membres du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement de la région ont tenu la première session ordinaire du comité. Il s'agit pour ces acteurs du développement d'échanger sur un certain nombre de points inscrits à l'ordre du jour et présenter le plan opérationnel du conseil régional de la cité mystérieuse, d'où nous appelle Najim Baba Sissi. Cette première session ordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement regroupe les services techniques déconcentrés et décentralisés ainsi que les partenaires techniques et financiers de la région de Tombouctou. Une session qui se tient dans un contexte marqué par d'énormes défis et complexes à la fois. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. L'année 2025 débute bien entendu avec plusieurs défis consécutifs au cas d'inondation due à la forte pluviométrie, à la crue exceptionnelle du fleuve Niger et au mouvement des populations causées par des menaces de représailles de la part des groupes armés terroristes. Presque toutes les communes de la région de Tombouctou, il s'agit des 53 communes, ont subi les conséquences de cette catastrophe naturelle qui a impacté sérieusement les moyens de subsistance des producteurs. Au cours de cette session de 2 jours, ces acteurs au développement vont faire l'état de mise en œuvre du Fonds national d'appui aux collectivités et du PEDRAS 2024, ainsi que les projets antérieurs, échanger sur la situation de mobilisation des offres de financement des fonds ANICT et PEDRAS, l'état des projets antérieurs et les perspectives pour 2025, et enfin présenter le plan opérationnel 2025 du Conseil régional de Tombouctou, entre autres. Meiga Tani Meiga, membre de la délégation spéciale du Conseil régional de Tombouctou. Quant au développement économique régional, il est essentiellement pour nous une approche inclusive et participative qui encourage la synergie et le partenariat entre les principaux acteurs collectivités territoriales, services publics et privés, sociétés civiles, partenaires techniques et financiers, sur un terroir donné et qui les met en capacité de s'associer pour concevoir, programmer, orienter et mettre en œuvre une stratégie commune de développement. Malik Guindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Nous avons eu à échanger avec les partenaires, avec les collectivités, sur l'ensemble des activités de développement de la région, sur les questions d'assistance aux personnes vulnérables. Nous avons touché à tous les aspects de la vie socio-économique. La session s'est achevée sur une batterie de recommandations jugées pertinentes pour mieux orienter les actions en 2025. À noter que les responsables des services financiers ont pris part aux travaux par visioconférence. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour le RTM. Il est 13h10, actualité du Mali au Sénégal. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a déjà 1 an au pouvoir. Depuis son élection, le chef de l'État sénégalais a déjà pris des décisions fortes comme la réduction des denrées alimentaires, les assises de la justice, l'audit de l'administration sénégalaise, des mesures pour relancer l'agriculture de son pays. Au Cameroun, le parti RPDC du président Paul Biya fête ses 40 ans d'existence aujourd'hui. Créé en 1985, 3 ans après l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, la célébration de cette année coïncide avec une année électorale car l'élection présidentielle au Cameroun est prévue pour octobre prochain. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi entame aujourd'hui des consultations pour la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Tous les acteurs politiques seront consultés par le chef de l'État à l'exception de l'opposition qui a décidé de boycotter la rencontre pour le premier jour. Donc aujourd'hui, les consultations s'ouvrent avec la première ministre et la majorité au pouvoir. En Turquie, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, suspendu de ses fonctions et incarcéré depuis dimanche, a été officiellement désigné hier par son parti candidat à la prochaine élection présidentielle prévue en 2028 après la primaire de son parti. En Corée du Sud, la Cour constitutionnelle a rejeté ce matin la motion de destitution contre le Premier ministre Ahn Dong-soo. Il redevient donc le président par intérim du pays en attendant de connaître le sort du président Yoon Suk-yeol, visé par la même procédure de destitution qui est sorti de prison il y a quelques jours. Rappelons que la Corée du Sud fait face à une crise politique depuis 4 mois, depuis que Yoon Suk-yeol avait déclaré la loi martiale et envoyé l'armée au Parlement.
Enfin, au Vatican, le pape François est de retour après 5 semaines d'hospitalisation en raison d'une pneumonie pour laquelle son pronostic vital était en cause. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées devant l'hôpital Gemelli où il a fait son apparition à la fenêtre de sa chambre pour une brève bénédiction. Les médecins ont déclaré qu'il aurait besoin de 2 mois de repos pendant lesquels il devra s'abstenir de rencontrer de grands groupes de personnes ou de faire des efforts, mais cela ne l'empêchera pas de reprendre avec ses activités normales. Place à présent au dossier de ce 13h. Le carême et le ramadan, comme l'année dernière, cheminent ensemble et au Mali, il y a des liens de mariage entre ces deux grandes confessions religieuses appelées mariage de disparité de culte. Comment les couples avec cette disparité de culte arrivent à observer le ramadan et le carême? Ce hasard du calendrier pour les deux grandes religions monothéistes au monde est un défi pour de nombreux couples mixtes chrétiens et musulmans. Mais à 100, la 17e région, ce grand moment de spiritualité est vécu par certains ménages en disparité de couple comme un moyen de renforcer leur union. Comment? La réponse avec Drissa Koni. Cette année, le ramadan et le carême se chevauchent sur un certain nombre de jours. Des moments et objectifs presque similaires pour les chrétiens catholiques et musulmans. Le jeûne est au cœur des deux traditions, bien que les pratiques varient. Au cours de cette période, l'entraide et la compréhension doivent faire bon ménage pour relever les défis dans les couples avec disparité de culte. C'est ce qu'a compris la famille Cissé depuis 22 ans, où le mari est catholique et l'épouse musulmane. Raymond Cissé, chrétien catholique. Il m'arrive souvent de la surveiller, n'est-ce pas, pour qu'elle se lève très tôt, pour par exemple préparer son repas pour, n'est-ce pas, le jeûne. Nous, notre carême, souvent on mange ensemble, mais au mois des ruptures. Cissé Diata Traoré, musulmane. Je fais une cuisine globale. Quand c'est mon heure de manger ou de rompre le jeûne, je mange et je garde le repas de Cissé et les enfants dans le thermos. Dans cette famille, ce respect de la croyance et des traditions de l'autre se manifeste dans les différentes fêtes musulmanes et chrétiennes. Raymond Cissé, chrétien catholique. Toutes les fêtes, n'est-ce pas, se passent très bien, que ce soit la fête du Ramadan de Tabaski, Noël, Pâques, nous les fêtons ensemble. Voilà. Et souvent même, il m'arrive même, n'est-ce pas, de payer le bélier pour sa fête de Tabaski. Voilà, la fête du Ramadan aussi, donc je paie la viande pour elle, et pour toute la famille. La concomitance du carême et du Ramadan, ce cheminement ensemble demande beaucoup de patience, de tolérance et de souplesse. En la matière, la famille Sidibé a plus d'une décennie d'expérience. À quelques heures de la rupture, maris et femmes s'activent autour du feu. Gabriel Sidibé, catholique. On prépare la rupture du jeûne, donc j'aide ma femme comme ça à faire des petits travaux. Sidibé Assanatou Aïdara, musulmane. Il y a vraiment l'entente dans notre foyer. C'est Sidibé qui me réveille à l'aube et en fin d'après-midi, quand il revient du service, il me donne un coup de main à la cuisine. Une véritable complicité de solidarité et de vivre ensemble qui va au-delà. Gabriel Sidibé, catholique. Le jour de mon mariage à l'église, le prêtre, il m'a dit vraiment de respecter sa religion. Et puis il a ajouté aussi d'acheter une natte de prière pour elle. Et puis un chapelet. De l'aider à pratiquer sa religion. Unité, solidarité et respect, leur leitmotiv. Sidibé Assanatou Aïdara, musulmane. Je suis Aïdara. Mais mes parents n'ont pas du tout hésité à me donner à un chrétien. Seulement, ils ont insisté à ce que je pratique correctement ma religion. Pour moi, le mariage interreligieux ne pose aucun problème, pourvu que les uns et les autres se respectent. En cette fin d'après-midi-là, les nuages qui planaient se sont dissipés, laissant place à quelques gouttes de pluie dans la ville de San, comme pour dire que ces grands moments de pratique de jeûne, d'aumône et de prière que vivent les musulmans et les chrétiens catholiques doivent guider nos pas vers un nouveau départ de pardon, d'amour, de paix, d'unité et de cohésion nationale pour le bien de notre pays. Sans Drissa Kone et Sedou Kamena pour le RTM. Voilà, dans un instant, le sport.
Comme annoncé dans les titres, l'actualité sportive footballistique sur le continent est dominée par les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Coupe du Monde qui va se dérouler dans 3 pays pour la première fois de l'histoire de la compétition et va regrouper 48 nations. Également, ça va se jouer aux États-Unis, au Mexique et puis au Canada cet après-midi, dans quelques heures, à 16h précisément, à Casablanca, au Maroc. Le Mali sera face à la République centrafricaine. Tout autre résultat qu'une victoire hypothéquerait sérieusement les chances des Aigles pour aller aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Retour sur ce match avec Fotiki Tunkara, comment les Aigles préparent ce rendez-vous. C'est le point avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Fotiki Tunkara, étudié Camara. Au Maroc, pour une opération de 6 points à l'occasion des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026, respectivement contre les Comores et la Centrafrique, les Aigles du Mali ne veulent pas du tout se louper. Les 3 points contre les Sélacantes déjà dans la besace. Ils sont résolument tournés maintenant vers les fauves de Bazoubangui. Prêts à en découdre, les Aigles ont hâte d'en finir avec les fauves de Bazoubangui pour mieux garder leur position en embuscade en attendant les prochaines journées en septembre et octobre prochain. Tom Senfit, sélectionneur national des Aigles du Mali. Quand on gagne, on peut être 3e dans le groupe. 2e, c'est peut-être possible, mais c'est important qu'on gagne. Et après, on va voir quelle est notre position dans le groupe. Mais la victoire, c'est le seul qui compte. Tenu en échec par la Centrafrique, un but partout à domicile lors de la 2e journée du groupe I. Un nul qui leur avait d'ailleurs laissé un arrière-goût de défaite. Les Aigles vont devoir laver cet affront et remettre à sa place une équipe centrafricaine relativement à leur portée. Pour cela, tout est mis en place. Yves Bissouma, capitaine des Aigles du Mali. À Bamako, ils ont obtenu le nul. Je pense qu'aujourd'hui, on a pris en maturité, on est conscient de la chose et on sait ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin de trop parler, trop se taper la poitrine. Nous, on sait ce qu'on a à faire, on est concentré là-dessus. À la traditionnelle reconnaissance des terrains, Tom Senfit et ses garçons sont venus faire leur repérage et baliser les terrains sans souci à l'infirmerie. Un rendez-vous est donc pris pour ce Centrafrique-Mali, 6e journée du groupe I des éliminatoires du Mondial 2026. C'est lundi au stade Larbi Zaouli de Casablanca à partir de 16h. Ce sera sous la direction des arbitres malawites. Casablanca, Fotiki Tunkara, Tchedja Moussa Kamara pour l'ORTM. Il est 13h20 dans ce studio en vous disant merci d'avoir suivi cette édition, mais le rendez-vous, faut-il l'annoncer tout à l'heure, c'est bien les Aigles du Mali, vous pouvez sur la rencontre en direct sur RTM1, votre télévision nationale, mais également sur la radio nationale avec lui, Fotiki Tunkara, qui va faire la retransmission de cet important République centrafricaine Mali. Ce journal à 13h20 s'achève à Dramane, tout comme à Samegar ou à Logokakoulou, toute localité située à Kaye, et vous a été présenté par Ousmane Ndaou, réalisation Draman Sanogo, mise en onde Bintou Traoré, mise en ligne Amadisso. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 20h30. Vous serez en compagnie de Kouma Sissé jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Il n'y aura pas de 22h30. Si vous êtes bien, bonne suite de programme en compagnie de Radio Mali, bonne suite de Ramadan également. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt.